Gary Mark Gilmore, rebelle, escroc, meurtrier. Lorsqu'il est temps pour lui de payer pour son pire crime, l'Amérique est contrainte de le punir en utilisant une méthode abandonnée depuis longtemps. Dans le cas de Gary, la peine de mort était le châtiment approprié. Il a commis le pire crime qui soit, donc la pire punition allait de soi. Gary Gilmore est d'accord. Il est déterminé à mourir même si d'innombrables avocats et prédicateurs tentent de l'en empêcher. I took them literal and serious when they sentenced me to death. I thought you were supposed to take them serious. I didn't know it was a joke. Il se bat pour avoir le droit d'être exécuté. C'était sa façon de prouver qu'il n'avait pas peur. En fait, la mort ne lui a jamais fait peur. Son insistance en fait une célébrité internationale, un statut qu'il chérit. Finalement, il gagne et l'Amérique se remet à tuer ses assassins. Les gens souhaitaient que le cœur de cet homme soit criblé de balles et leur vœu a été exaucé. « 4 décembre 1940. Frank et Bessie Gilmore traversent le Texas avec leur fils Frank, âgé de 10 mois. Bessie est enceinte de 9 mois et les contractions commencent. Dans une petite ville vivant du pétrole, Frank range la voiture et Bessie donne naissance à leur deuxième fils, Fay Robert Kaufman. Kaufman est l'un des nombreux faux noms utilisés par Frank Gilmore pour brouiller sa trace. Il est ce qu'on appelle un profiteur à 100%. Il vend de la publicité pour des magazines inexistants et empoche 100% des profits. Bessie trouve effroyable le prénom choisi par son mari. 2 semaines plus tard, alors qu'ils reprennent la route, Bessie change le nom de Fay pour Gary Mark Gilmore. Les 8 années suivantes sont éprouvantes pour la famille Gilmore. Ils se déplacent de ville en ville. Puis Bessie accouche d'un 3e garçon, Galen. Frank est violent, boit trop et fait quelques séjours en prison. Lors du 8e anniversaire de naissance de Gary, Bessie force Frank à s'installer à Portland, en Oregon, où il cesse de boire et crée une entreprise de publication, la Building Code Digest. Ils s'absentent souvent par affaires et ces garçons ne s'en portent que mieux car leur père a un comportement plutôt imprévisible. Il battait fréquemment les enfants, sans raison, quand il en avait envie. Parfois, il se cachait derrière la porte et à leur arrivée, il les attaquait sournoisement. Les attaques de Frank varient de la fessée au coup de poing, de rasoir ou de ceinture. Bessie n'est pas épargné, il la bat souvent devant les enfants. C'est pourtant Gary qui souffre le plus des abus physiques et verbaux de son père. Gary était déçu de la vie, et il me rappelait mon père en ce sens. Il ressentait de la rage par rapport à son passé. De tous les membres de la famille, c'était Gary que mon père s'en est pris le plus. En 1951, alors que Gary a 11 ans, un 4e fils naît, Michael. Peu après, la famille déménage à Salt Lake City, où Gary fréquente une bande de voyous. Il goûte alors à la cigarette, à l'alcool et au vol à l'étalage et apprécie rapidement ce milieu. Après moins d'1 an, la famille retourne à Portland et Gary passe la majorité de son temps près de Johnson Creek. À 12 ans, il se saoule déjà et sèche ses cours à l'école secondaire Joseph Lane, où il est considéré comme un délinquant, répudiant toute autorité. Mes collègues qui l'ont connu prétendent qu'il était instable et qu'il aurait rapidement explosé s'il avait été provoqué. Par conséquent, personne n'exigeait de lui qu'il apprenne ses leçons ou fasse ses devoirs. Les professeurs le laissaient s'asseoir en classe et il faisait ce qu'il voulait. Gary aime l'attention que lui attire son comportement rebelle. Il aime impressionner les autres par ses bravades. Sa cascade préférée consiste à rester debout au milieu d'un pont de voie ferrée à l'approche d'un train. Quelques secondes avant d'être écrasé,
Gary court jusqu'à l'autre extrémité du pont et saute. À 14 ans, en 9e année, il quitte l'école secondaire Frankton. Avec la permission de ses parents, il fait de l'autostop jusqu'au Texas. Ses parents croient que ce périple le calmera un peu. En fait, il joue illégalement au poker et utilise ses gains pour se procurer de l'alcool et de la drogue et fréquenter des prostituées. Après quelques semaines, il est désenchanté et il revient à Portland où il commence à voler des voitures. En mai 1955, il se fait prendre. Son père vient à sa rescousse et embauche un avocat. Gary s'en tire avec un avertissement du juge et l'histoire se répétera chaque fois qu'il enfreindra la loi. Il est vrai que mon père a tout fait pour garder Gary hors de prison. Je me demande s'il n'avait pas un peu pitié de nous à cause de tous les sévices qu'il nous avait fait subir. Peut-être qu'il protégeait Gary pour lui exprimer son affection. Peu importe le crime, il allait à la cour et disait « Mon fils est innocent, vous ne pouvez pas prouver sa culpabilité. » Et en général, il s'en sauvait. Ce faisant, le père de Gary lui enseigne comment manipuler le système, mais pas comment éviter les problèmes. 2 semaines plus tard, Gary est arrêté pour le vol d'une Chevrolet 1948. Cette fois, son père ne peut rien pour lui. Gary est envoyé au centre de réadaptation pour garçons McLaren's à Woodburn, en Oregon. Il y passe 15 mois, la plupart du temps dans une aile à sécurité maximale. Une des punitions les plus fréquentes consistait à les enfermer nus pendant 2 ou 3 jours dans une cage, dans le grenier près d'une fenêtre brisée au beau milieu de l'hiver. La plupart des jeunes qui s'y rendaient s'amusaient à dessiner des cicatrices sur leur corps à l'aide d'un morceau de verre. Gary est libéré en janvier 1956. Au cours des 2 années qui suivent, il entre et sort de prison régulièrement. Plus tard, en pensant à ces années, il en arrive à 2 conclusions. Il n'avait pas suffisamment de volonté pour devenir un bon voleur et il était insensible à tout. En 1958, il est accusé d'avoir violé une mineure. Son père réussit à faire tomber les accusations, mais Gary est tout de même condamné à 1 an de prison pour vol de voiture. Il est envoyé à l'institution correctionnelle fédérale de Salem, dans l'Oregon. La jeune fille violée par Gary donne naissance à un bébé. Les parents de Gary lui mentent en disant que le poupon n'a pas survécu. Il n'a jamais su la vérité. Ce n'est pas l'unique secret gardé par ses parents. Un problème survient avec son certificat de naissance. La direction du pénitencier n'a que des documents portant la mention de Faye Robert Kaufman. Ses parents ne se donnent pas la peine de clarifier le malentendu. Gary commence alors à se demander si Frank est vraiment son père. Il se posait des questions sur ses racines. Ça a été une torture pour lui de se demander d'où il venait. Et manifestement, il ne savait pas non plus où il allait. Il commet 23 fautes de comportement durant son séjour et chaque fois, on augmente sa peine. À l'automne 1961, Gary est libéré et va vivre avec ses parents dans la banlieue de Portland. Il n'y reste pas longtemps puisque quelques mois plus tard, il retourne en prison pour avoir bu au volant de sa voiture, en plus de ne pas avoir de permis de conduire. Pendant qu'il purge sa sentence à la prison de Rocky Butte, son père meurt du cancer. Gary devient fou furieux. Il saccage sa cellule et s'entaille un poignet avec une ampoule. Il est envoyé dans un isoloir et on lui interdit d'assister aux funérailles. Au cours de ses nombreux séjours derrière les barreaux, il attente à sa vie de façon peu convaincante à plusieurs reprises. J'ai toujours pensé que ses tentatives de suicide n'étaient pas réelles. Quand il s'entaillait les poignets, ce n'était jamais au point de mettre sa vie en danger. Lorsqu'il est relâché à 21 ans, Gary Gilmore est reconnu comme un criminel notoire. Il est rapidement arrêté de nouveau pour avoir attaqué un homme avec un tuyau et lui avoir subtilisé un maigre butin de 11 $. Gary peut maintenant ajouter l'agression à la liste de ses méfaits. Les avocats de la couronne le considèrent comme un récidiviste qui n'a aucun désir de se réhabiliter. Ils s'entendent pour dire qu'il constitue un danger pour la société et le juge acquiesce. En mars 1964, Gary écope de 15 ans d'emprisonnement au pénitencier fédéral de l'Oregon. Une peine sévère qui ne fait qu'amplifier la rage de Gary au fil des années. Il en veut au monde et à lui-même. Il ressent suffisamment de rage pour tuer.
C'est un Gary Gilmore hostile qui arrive au pénitencier fédéral de l'Oregon en 1964. Il est violent, suicidaire et plus perturbateur que jamais. Pour un directeur de prison, il était un véritable cauchemar. Il enfreignait tous les règlements, défiait l'autorité et agressait les gens. Il se droguait et buvait tout ce qu'il avait à portée de la main. Il avait une personnalité antisociale. Gary trouve la vie en prison insupportable. Le bruit incessant et les lumières allumées 24 heures sur 24 le rendent fou. Une expérience dont il parlera plus tard. It's noisy. You're subjected to all kinds of shit you don't want to hear and be a part of, and ringing bells, hollering, get up, or we'll come in and take your bedding and all that shit. Il disait que c'était comme se tenir en équilibre au bord d'une falaise pour ne pas tomber en enfer. Dans une de ses lettres, il a écrit que la seule émotion possible en prison était la colère. La colère de Gary se traduit en plaintes constantes, particulièrement au sujet des soins dentaires. Peu après son arrivée en prison, on lui enlève ses dents cariées. Il prétend ensuite que ses prothèses dentaires sont inadéquates et cela devient son cheval de bataille. Il va même jusqu'à agresser les dentistes. L'affaire a atteint un niveau extrême, jamais vu. C'était sa cause et il ne lâchait pas prise. Ça a duré pendant des mois. Toutes les raisons étaient bonnes pour critiquer ses prothèses. Il les brisait ou les jetait dans la cuvette. Il a tout tenté, même une grève de la faim. Il a essayé de se suicider à plusieurs reprises. Les administrateurs de la prison décident de l'isoler 23 heures sur 24. Il bénéficie d'1 heure pour faire de l'exercice et se laver. Gary visite souvent l'isoloir. C'est durant l'un de ces séjours qu'émerge une autre facette de la personnalité de Gilmore. Il écrit de la poésie, dessine et étudie les arts et les lettres. Son quotient intellectuel est évalué à 130. La solitude était pour Gary une source de réconfort. C'était un détenu difficile et seule la solitude parvenait à l'apaiser, car elle l'éloignait des menaces et de l'horreur. Même la solitude ne peut pas rendre Gary silencieux. Il continue à se battre pour de nouvelles prothèses dentaires. Il convainc même un groupe de détenus de conclure un pacte de suicide en guise de protestation. Ils se tailladent tous le poignet simultanément. Quelques-uns passent très près de la mort. Gary, lui, n'a que de petites égratignures. Les administrateurs en ont assez. En 1970, il est admis à l'unité psychiatrique. On s'entend pour qu'un antipsychotique lui soit administré, le Prolixine. Ce médicament comporte des effets secondaires douloureux et humiliants. Il se traînait et avait du mal à articuler. Il bavait. C'était un cauchemar. Bessie disait que c'était pire qu'un cauchemar. Il m'a dit qu'il était parfois paralysé, incapable de détacher ses pantalons pour aller au petit coin. Il ne pouvait pas bouger. À la demande de la mère de Gary, on cesse de lui administrer du Prolixine. Ce soulagement fait rapidement place à une autre douleur. En 1971, le frère cadet de Gary, Galen, meurt au cours d'une intervention chirurgicale à l'âge de 27 ans. Pour la première fois, plutôt que de réagir violemment, Gary trouve refuge dans son travail artistique. Il développe ses talents en travaillant dans la boutique d'artisanat de la prison et gagne plusieurs concours. Grâce au succès artistique de Gary, on lui donne la chance de faire quelque chose de bien. Il est libéré de prison à condition de suivre des cours d'art. Comme d'habitude, Gary gâche tout. En effet, il commet un vol à main armée dans une station-service. Il est immédiatement arrêté et envoyé à la prison du comté de Multnomah. Quelques jours plus tard, une autre tentative de suicide échoue alors qu'il se coupe à un bras et à l'estomac.
En février 1973, Gary écope de 9 ans d'emprisonnement et retourne au pénitencier fédéral de l'Oregon, où il devient de plus en plus violent envers les gardiens. La direction décide de recommencer les traitements au Prolixine, ce médicament qui, 3 ans auparavant, l'avait presque transformé en zombie. Il supplie la direction de choisir un autre moyen de le punir et obtient gain de cause. On le transfère à Marion, en Illinois, dans une prison fédérale mieux équipée pour contenir les détenus violents. Il n'y reste cependant pas très longtemps. Il commence à correspondre avec sa cousine Brenda, qui demeure à Provo, dans l'Utah. Il exprime des regrets pour avoir perdu toutes ces années. 1 an et demi plus tard, en libération conditionnelle, il est sous la garde de Brenda. En avril 1976, Gary prend l'avion pour Salt Lake City. Sa cousine le rencontre à l'aéroport. Tout ce qu'il possède tient dans un petit sac. C'est triste d'avoir toute sa vie dans un si petit sac. Quel gâchis. En plus de posséder très peu de choses matérielles, Gary, ayant passé pratiquement la moitié de sa vie derrière les barreaux, manque d'habileté pour s'adapter à la vie extérieure. Il est impatient et frustré. Son oncle, Vern, essaie de l'aider. Il embauche Gary dans son atelier de cordonnerie, mais Gary est facilement distrait. Il sifflait et agissait mal chaque fois qu'une dame entrait. Je devais lui parler tous les jours. « Ne fais pas cela !» Et il disait « Oui, mais l'as-tu vu ?» Je disais « Oui, mais tu ne dois pas les harceler, ni les suivre, ni siffler. » Et il n'aimait pas les remontrances. Puis, il rencontre une jeune femme à laquelle il ne peut résister, Nicole Barrett. À 19 ans, elle est mère de 2 enfants, mariée et divorcée 3 fois. L'attirance est mutuelle, immédiate et irrépressible. 1 semaine plus tard, Gary emménage chez Nicole à Spanish Fork, une petite ville près de Provo. Pour la première fois, Gary se comporte en adolescent amoureux. Nous avions beaucoup de plaisir ensemble. Il s'émerveillait devant la moindre petite chose. C'était comme s'il venait de naître. Tout devenait une expérience nouvelle pour lui et c'était très agréable. Nicole et Gary boivent beaucoup et fument de la marijuana. Sa cousine Brenda est inquiète, car même si Nicole a la moitié de l'âge de Gary, elle semble exercer sur lui une influence néfaste. Il me faisait penser à un matelot qui a passé trop de temps en mer et qui entend soudainement l'appel des sirènes. Au retour de Gary dans la société, Nicole était sa sirène et elle lui tendait les bras. Elle l'a attiré, et si vous connaissez ce genre d'histoire, vous savez qu'un récit fatal se trouve immanquablement à proximité. En fait, la collision est proche. Le mélange de comprimés pour la migraine et l'alcool génère chez Gary des sautes d'humeur violentes et un dysfonctionnement sexuel. Sa consommation d'alcool a tout gâché. Il a changé. Même en liberté, il demeurait prisonnier. Il se comportait davantage en fugitif qu'en homme bénéficiant d'une liberté conditionnelle. Il disait qu'il voulait profiter de la vie au maximum et ferait tout ce dont il avait envie. Incluant le vol à l'étalage, Gary subtilise de la bière, des cigarettes et tout autre produit qui attire son regard, même des armes à feu. Il en rapporte un sac à la maison. Ça m'a terrorisée. Je sentais que c'était le début de la fin. Il allait dans la mauvaise direction. Je m'attendais à ce qu'il devienne violent, au point de commettre des actes graves. Nicole a probablement fait la meilleure chose en quittant Gary. Gary Gilmore a 35 ans. Il est anéanti. Et toute la colère accumulée durant ces années de réclusion remonte à la surface. 1 semaine plus tard, sa passion aveugle pour Nicole provoque un état de rage extrême. Le résultat est fatal. Après 2 mois de vie commune passionnée mais houleuse, Nicole Barrett quitte Gary Gilmore et déménage. Gary n'est pas préparé à un tel revirement de situation. Il passe 1 semaine entière à la chercher, mais en vain. Gary est de plus en plus déséquilibré.
Il l'aimait vraiment et il avait besoin d'elle. Son cœur n'a pas pu supporter cette perte, la pire de sa vie. Au cours de la soirée du 19 juillet 1976, Gary se rend à un pâté de maison de la station-service Sinclair à Orem, dans l'Utah, non loin de Provo. Il stationne son camion et marche vers le commerce qui semble désert. Y travaille toutefois Max Jensen, un étudiant en droit des Mormons âgé de 24 ans et père d'une petite fille. Gary porte sur lui une des armes volées, une carabine automatique de calibre 22. Il s'approche de Jensen et lui demande de lui remettre le contenu de ses poches et celui de la distributrice de monnaie qu'il porte à la taille. Il l'emmène dans la salle de bain attenante, lui met l'arme sur la tempe et le fait s'agenouiller. Puis, selon Gary, il a tiré un coup de feu en disant « Celui-ci, c'est pour moi ». En tirant une seconde fois, il s'écrie ensuite « Celui-là, c'est pour Nicole ». Il ne ramasse pas l'argent laissé sur le comptoir. La nuit suivante, Gary abandonne son camion dans un garage à Provo et marche jusqu'au Motel City Center. Je crois qu'au fond, il a toujours voulu détruire quelque chose dans le monde. Il ne savait pas qui ou quoi, mais ce désir était omniprésent dans son esprit. Ce soir-là, la victime se nomme Ben Bushnell. Âgé de 25 ans, c'est un mormon, père d'un petit garçon et sa femme est enceinte. Gary entre à la réception avec son arme. Il s'approche de Bushnell, exige l'argent de la caisse et le tire dans la tête. En courant à l'extérieur, Gary jette l'arme sous un buisson, puis un autre coup de feu retentit et la balle traverse une de ses mains. Étourdi et la main ensanglantée, il contacte sa cousine Brenda. Il lui demande d'apporter des pansements et des comprimés contre la douleur. Brenda appelle plutôt la police. Je ne savais pas comment il réagirait. Il avait tué un homme lundi et un autre mardi. C'était mercredi et nous devions faire en sorte que ça cesse. Gary est arrêté et transporté à l'hôpital pour soigner sa main blessée. Plus tard ce soir-là, le lieutenant Gerald Nielsen interroge Gary et enregistre une partie de la conversation. Gary nie être lié au meurtre et dit à Nielsen de vérifier son alibi. Je suis retourné le voir pour lui annoncer que son alibi était décousu et que les gens interrogés n'avaient pas confirmé son histoire. Il a ensuite admis avoir tué ces deux hommes en affirmant ne pas savoir pourquoi il avait agi ainsi. Il savait exactement ce qu'il avait fait. Quelque chose en lui était brisé à cause de sa stupidité, de ses problèmes d'alcool et le reste. Son regard ressemblait à celui d'un chien battu qui demande à son maître de le caresser. Une sorte de brume se dissipe soudain dans la tête de Gary. Pour la première fois, il comprend clairement les conséquences de ses actes. Il m'a dit « J'ai lu la section nécrologique et je sais qu'ils étaient très jeunes et pères de famille en plus. Je me sens très mal et je devrais mourir pour avoir commis ces crimes. » Je lui ai demandé s'il voulait mourir. Il a répondu « Non. Et vous ?» Je lui ai répondu « Bien sûr que non. » Il a ajouté « Je ne veux pas mourir, mais c'est ce que je mérite parce que j'ai peur d'avoir envie de recommencer. » L'État de l'Utah est en parfait accord avec lui. Le procès de Gary débute en octobre 1976. Il est accusé d'avoir assassiné Ben Bushnell au Motel City Center. 1 heure de délibération suffit au jury à le condamner pour meurtre avec préméditation. Il écope de la peine de mort. Le juge fixe son exécution au 15 novembre 1976. Gary Gilmore a une dernière décision à prendre. Préfère-t-il être tué par balle ou pendu? Gary opte pour l'exécution par balle de peur que la pendaison échoue. Ses deux avocats tentent d'en appeler de la sentence, mais Gary les congédie et du même coup renonce à son droit de révision.
Son autre option consistait à passer le reste de sa vie en cellule, et c'était inconcevable pour lui. Il était libre depuis un certain temps et savait que la vie carcérale serait la pire chose qui puisse lui arriver. En dépit des souhaits de Gary, une bataille s'enclenche entre les membres du système judiciaire qui hésitent à aller de l'avant avec la punition, même si le tueur l'accepte de plein gré. Seulement 3 mois avant l'annonce de la sentence, la Cour suprême des États-Unis avait changé ses règles en matière de peine capitale. Gary Gilmore est donc le premier à expérimenter ces nouvelles règles. S'il gagne, il sera la première personne à être exécutée au pays depuis 10 ans. Les mois passent et son histoire fait le tour du monde. Il défie le système d'appliquer son châtiment. En 1976, la condamnation à mort de Gary Gilmore devient l'événement médiatique de l'année. Non seulement est-ce remarquable que quelqu'un accepte cette condamnation à mort et exprime son désir de mourir, mais personne n'a été exécuté aux États-Unis depuis 10 ans. Les journaux et les magazines se sont emparés de l'affaire. Le visage de mon frère était partout, et les pires aspects de notre vie étaient étalés au grand jour dans le monde entier. Pour des raisons de sécurité, les administrateurs de la prison fédérale de l'Utah interdisent aux médias de rencontrer Gary. C'est rapidement devenu un véritable cirque médiatique. Un réseau de télévision a tenté de faire atterrir un hélicoptère dans l'aire de repos de la prison dans l'espoir d'obtenir un meilleur angle pour photographier à travers les fenêtres de cellules. Nous avons dû faire appel à la sécurité nationale pour établir un périmètre aérien. La prison reçoit une quantité incroyable de correspondances adressées à Gary, provenant de certaines associations pro-vie qui lui offrent leur aide, ou d'admirateurs et de supporters. Gary est devenu un sexe symbole. Des adolescentes de 14 à 18 ans lui ont écrit des lettres d'aussi loin que Hawaï. Il adorait recevoir du courrier. Elle lui donnait rendez-vous et lui promettait de lui faire certaines choses pas trop catholiques lorsqu'il sortirait de prison. I've probably got 7,000 or 8,000 letters all over the world. 2 girls from Honolulu wrote to me, they're 14. I'm flattered by all this shit. But if they knew me, they wouldn't love me. They're in love with a motherfucker that's got his name in the paper every day. Nicole et Gary s'écrivent à un rythme effarant, jusqu'à 3 lettres par jour. Ces lettres étaient très tendres et remplies d'amour. Il prenait toute une page pour écrire « Je t'aime » de façon originale. Bien sûr, il était aussi question de sexe, ce qu'il aimait faire, ce dont il s'ennuyait. Des remarques typiquement masculines, quoi. Le 15 novembre, date d'exécution de Gary, le gouverneur demande à la Commission des libérations conditionnelles de l'Utah de revoir son cas. De son côté, Gary est prêt à mourir et n'a pas l'intention de le faire seul. C'était naturel de croire que nous mourrions tous les deux. Plus rien ne pourrait nous séparer. Il n'a jamais eu à le demander vraiment. J'ignore pourquoi, mais à cette époque, j'étais totalement amoureuse de lui. Je me disais que si 2 personnes avaient besoin l'une de l'autre, c'était bien Gary et moi. Cet après-midi-là, Nicole visite Gary en prison. Elle apporte 35 somnifères dans un ballon qu'elle a inséré dans son vagin. 35 autres comprimés l'attendent chez elle. Gary et elle ont conclu un pacte. Ils mourront simultanément. Nicole et Gary s'en sortent. Nicole est internée dans un hôpital psychiatrique et Gary retourne en prison après quelques jours. Tout contact entre les deux est désormais interdit. En guise de protestation, Gary entreprend une grève de la faim. Le pacte de suicide jette de l'huile sur le feu médiatique. Hollywood tente d'obtenir l'exclusivité de l'histoire. En passant par son oncle Vern, Gary conclut une entente avec un producteur de cinéma, Lawrence Schiller.
J'ai vendu les droits pour un livre, un film, une pièce de théâtre et un spécial télévisé pour 50 000 $. Je me suis fait avoir. Toute l'affaire est devenue une grosse machine compte tenu du nombre de personnes qui a collaboré au processus juridique et commercial, sans compter la gestion des médias. Et cette grosse machine n'atteindrait sa vitesse optimale qu'à la mort de Gary. Gary a une autre chance de combattre pour sa mort. Le 28 novembre, il se présente avec 2 nouveaux avocats devant la commission des libérations conditionnelles. I simply accepted a sentence that was given to me. I've accepted sentences all my life. I didn't know I had a choice in the matter. When I did accept it, everybody jumped up and wanted to start to argue with me. It seems that the people, especially the people of Utah, they want the death penalty, but they don't want executions. And when it became a reality that they might have to carry one out, well, I started backing off on it. Well, I took them literal and serious when they sentenced me to death. I thought you were supposed to take them serious. I didn't know it was a joke. I would like them all, including that group of reverends and rabbis from Salt Lake City, to just butt out. I don't think they, this is my life and it's my death. It's been sanctioned by the courts that I die, and I accept that. As far as seeking anything from you, I don't. I'd like to reiterate that I probably don't deserve it either. Le souhait de Gary est exaucé. La commission décide d'aller de l'avant et fixe une nouvelle date d'exécution. Cette nouvelle victoire apporte son lot d'obstacles. Bessie, la mère de Gary, et plusieurs membres des groupes d'intérêt public déposent une ordonnance de sursis. Il ne voulait rien savoir de cette ordonnance. Il refusait d'attendre 5 ans pour qu'un juge incompétent décide de son sort. Ce sont ses paroles. Le 3 décembre, la Cour suprême des États-Unis accepte de considérer l'ordonnance. Dans les journaux, Gary publie une lettre ouverte destinée à sa mère et lui demandant gentiment de ne plus s'immiscer dans l'affaire. L'action juridique entreprise par Bessie est rejetée 10 jours plus tard. Le lendemain, Gary se présente devant le juge une fois de plus pour entendre la nouvelle date de son exécution. 17 janvier, 4 semaines plus tard, délai encore trop long pour Gary. Cette nuit-là, il tente de se suicider en ingérant les médicaments qu'il amassait dans sa cellule. Encore une fois, sa tentative échoue. Michael songe à utiliser un dernier recours juridique. Il prend l'avion pour l'Utah et visite son frère Gary pendant quelques jours. Quand il repart, Gary lui tend un chandail sur lequel est imprimé son visage et un message. Gilmore veut mourir. My little brother Michael come to see me. He said, Gary, I'm just frightened of you. I didn't know you. He said, now I met you, I like you. Yeah. I like him too. I love him. We had to talk on telephones, looking at each other through little teeny glass windows through a steel wall. He wanted to shake hands with me when we left. They told him, okay, if you'll go through a skin shake. I give him a kiss right on the cheek. Michael quitte en abandonnant l'idée de se battre contre le souhait de son frère. J'en suis venu à la conclusion qu'il voulait vraiment mourir, que sa vie n'avait été qu'un enfer et qu'elle continuerait de l'être. Par conséquent, il était préférable que je le laisse choisir sa rédemption sans m'opposer. Quelques jours plus tard, l'État de l'Utah se charge d'enlever la vie à Gary Gilmore qui avait échoué à cette tâche de nombreuses fois. Le 16 janvier 1977, à 18 h, plus de 300 représentants des médias sont confinés au stationnement de la prison. Ils doivent y rester jusqu'au lendemain matin alors que l'exécution aura eu lieu. Des protestataires ont la permission de manifester sur la voie de service à l'extérieur des barrières de la prison. Derrière les murs de la prison fédérale de l'Utah, Gary Gilmore est en grande forme. Joyeux, il passe sa dernière nuit en compagnie de ses proches. Il était réellement heureux. Il dansait, il boxait avec moi. Quelqu'un lui a apporté des médicaments. J'ignore ce que c'était, mais ça l'a rendu joyeux. Il en a pris une grosse poignée. En plus des pilules, Gary se saoule en buvant 3 petites bouteilles de whisky que son oncle Vern a réussi à apporter.
Je les avais cachés dans ma poche de veste. Je suis entré, j'ai déposé ma veste et j'ai dit à Gary, « Elles sont dans ma poche droite. Il y en a 3. » Il a répondu, « J'en ai grandement besoin. » Il les a prises et les a bues en un rien de temps. L'avocat de Gary, Ron Stanger, lui fait une surprise en contactant son musicien favori au téléphone, Johnny Cash. Johnny lui a chanté une chanson. Gary essayait tant bien que mal de le suivre, mais il n'y arrivait pas. Don't be angry with me, darling, if I fail to understand all your little whims and wishes all the time. La fête perd de son entrain et lorsque plusieurs invités sont endormis, Gary enregistre un message à l'attention de Nicole. Oh, baby, I love you. You're part of me. Man, I can't be anything without Nicole. If I didn't have you, wow, I'd go wild. Oh, baby, I want to be free of this planet. I just want you too. Plus tard dans la soirée, l'Union américaine pour la liberté civile réussit à déposer une ordonnance de sursis à la dernière minute. Quelques heures plus tard, la Cour d'appel 10th Circuit a demandé une session urgente à Denver, au Colorado. Elle a rejeté l'ordonnance et ordonné l'exécution. Puis, il a fallu sortir un juge de son lit pour obtenir une nouvelle sentence. Ça a été une nuit complètement folle. Durant ces 12 ou 14 heures, l'exécution a été annulée puis remise à 2 reprises. Here I am again. They're going to close the door. Man, they just come and told me that they still may execute me. Nicole, I want to be executed. I want to be dead. I want to be out of this fucking shit. It's been a bum life. L'exécution est prévue à 7h30. Les gardiens de la prison escortent Gary, Vern, Lawrence Schiller, les 2 avocats de Gary et 2 prêtres. Ils se dirigent vers l'ancienne fabrique derrière la prison. Gary est attaché à une chaise à l'aide de ganses de nylon rembourrées. À seulement 7 mètres devant lui est placé un rideau gris troué à 5 endroits pour insérer les carabines. Une cible de papier est placée vis-à-vis le cœur de Gary. Même durant les dernières minutes de sa vie, Gary Gilmore n'a montré aucune peur face à la mort. Attaché à la chaise d'exécution, Gary défie son oncle au tir au poignet en riant. Il a dit, « Essayons une dernière fois. » J'ai répondu, « Tu sais que je te sortirai de cette chaise avec mon poignet. » Il a répliqué, « Penses-tu? » Il a blagué jusqu'à la dernière seconde. J'ai été le dernier à le voir et j'étais terriblement ému, en état de choc. Je l'ai serré dans mes bras. Nous formions un demi-cercle autour de Gary et le directeur lui a demandé s'il avait quelque chose à dire. Il a répondu, « Oui, allons-y. » On place une cagoule en velours côtelé noir sur la tête de Gary. Lorsqu'ils ont tiré, j'ai vu du sang couler sur son chandail. Il coulait doucement, presque noir, et les gouttes tombaient sur le sol. I would like to say at this time that Gary, my nephew, he died like he wanted to die, in dignity. When I talked with him in the wee hours of the morning, he did express thanks for many of the things that happened to him, and he expressed sorrow for the deeds that he did. Je suis allé voir ma mère à sa maison mobile parce que je voulais être avec elle au moment de l'exécution. Quelqu'un nous a apporté un journal dans lequel on disait qu'elle avait été annulée. Puis j'ai ouvert la télévision et on y annonçait cette fois que l'exécution avait bel et bien eu lieu quelques minutes auparavant. Ce matin-là, Nicole est toujours à l'hôpital psychiatrique. Tout à coup, j'ai vu dans ma tête son visage crispé de douleur.
L'image m'est apparue soudainement et j'étais terrorisée. Puis un médecin est entré pour m'annoncer que Gary venait tout juste d'être exécuté. Tout de suite après l'exécution de Gary, la plupart de ses organes sont prélevés pour en faire des dons. Son corps est incinéré et les cendres sont répandues d'un avion au-dessus de Spanish Fork, dans l'Utah, la petite ville où Nicole et lui ont été si brièvement heureux. Les 50 000 $ obtenus pour la vente de l'histoire de Gary sont partagés entre les membres de la famille. Une partie va aux épouses des 2 hommes assassinés par Gary. Le lendemain de l'exécution, la presse nationale et internationale quitte les lieux, non sans avoir créé une image mythique d'un meurtrier solitaire et pathétique. C'est devenu un cirque incontrôlable. Ils ont transposé les faits dans des contextes irréels et faux. Tout était à vendre. L'intimité, les souvenirs. C'était horrible. Gary a pleinement joui de sa courte popularité. En défiant le système d'aller de l'avant avec son châtiment, il met un terme au combat commencé il y a 30 ans avec son père. De façon étrange, Gary Gilmore a vaincu. Il a évoqué un passage de Nietzsche pour illustrer son cheminement. Il vient un temps où la vie d'un homme doit s'élever au rang qui correspond au contexte du moment. C'est ainsi que pensait Gary. Il ne voulait pas mourir dans l'anonymat. Sa façon de partir avait un petit côté conquérant. Il voulait aussi démontrer qu'il pouvait gagner contre les autorités qu'il haïssait tant et auxquelles il a si longtemps résisté. Sa victoire est pourtant coûteuse pour certains autres. Gary Gilmore a provoqué 3 exécutions, la sienne et celle de Max Jensen et Ben Bushnell, les 2 jeunes hommes morts par sa faute. Ces 2 familles sont souvent oubliées dans l'histoire de Gary Gilmore, qui s'échelonne sur une vingtaine d'années. C'est une tragédie pour nous en tant que nation et en tant qu'individus. Honorer les Gary Gilmore de ce monde en oubliant les Jensen et les Bushnell, voilà qui est dramatique. Gilmore devient un symbole. Son exécution pave la voie pour les centaines d'autres qui ont suivi depuis qu'il a prononcé sa phrase inoubliable « Oui, allons-y ». Gary a certainement marqué l'histoire moderne. L'histoire qui relate une augmentation incessante de la violence et des meurtres. On néglige de comprendre ces situations. En général, on manque de volonté. On refuse de faire les efforts nécessaires. On préfère augmenter la gravité des châtiments. La conséquence sera inévitablement un monde envahi de Gary Gilmore. Many more Gary Gilmores than we would ever like to imagine.